Bénin avec les préparatifs dans le cadre des élections présidentielles, législatives et communales au Bénin. On connaît déjà des duos candidats de certains partis qui ont déjà investi leurs candidats dans les états-majors. On voit également des préparatifs où le sommeil est totalement absent avec la constitution des dossiers dans le cadre des communales et législatives. Donc le pays est en agitation dans le cadre de cette préparatif. Et donc nous allons aborder l'actualité politique nationale. On revient au niveau départemental, pourquoi pas au niveau communal dans le cadre de cette émission de ce dimanche. Et pour aborder cette actualité, je suis avec nous Moussa Sambo, membre du bureau politique national du parti Bloc républicain, coordonnateur de sous-section de l'arrondissement central de Malanville et deuxième adjoint au maire de la commune. Monsieur le Dame, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Chers auditeurs, merci à vous également de votre disponibilité tous les dimanches à suivre cette émission. Nous allons donc faire 55 minutes ensemble pour aborder l'actualité politique nationale. Je le disais tantôt à Malanville ici, on va parler de modèle politique que nous devrions avoir à partir de 2026 parce que comme vous le savez, beaucoup de voix se lèvent pour dénoncer le développement qu'ils qualifient lent de la commune. On aura le temps d'en parler puisque l'acteur sur le plateau aujourd'hui est bien indiqué pour nous dire tous les problèmes et bien les solutions probables que nous pouvons toucher pour pouvoir lancer ce élan. On donc aborder cette première question avec l'actualité au niveau national. On a vu, monsieur le Dame, la semaine dernière, l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle. Vous faites partie donc des partis de la majorité qui ont porté leur choix sur le candidat Romuald Wadani et sa colistière. Dites-nous d'abord vos premières impressions quand vous avez assisté à l'événement de Parakou. Merci beaucoup, monsieur le directeur, monsieur Alassane Sani. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez ici donc, de revenir sur l'actualité politique nationale, départementale et aussi communale. Et merci à tous les auditeurs de Souta FM pour vraiment l'intérêt qu'ils portent donc à notre radio et surtout merci à tout ce que vous faites pour la bonne information que vous ne cessez donc de partager avec les populations de la commune de Malanville et même au-delà. Nous sommes particulièrement fiers quand même de vos prestations et particulièrement l'émission Goy Matinale. C'est une émission que j'écoute régulièrement et j'avoue que c'est très intéressant parce que ça permet à tout citoyen, en tout cas à tout responsable donc de se mirer un peu par rapport à l'appréciation que les populations se font de ce qui se fait dans la prestation donc, du service public. Merci à Souta FM. Alors, pour revenir à votre première question, à la préoccupation, je dirais, comme tout Béninois, nous avons, en tout cas de l'intérieur comme de l'extérieur, aussi bien la communauté nationale qu'internationale, on a suivi avec intérêt. Pour nous qui avons assisté, nous avons assisté en direct l'investiture de notre duo candidat à la personne donc de M. Wadaï Romuald et puis Tchabi Talata Zibé, Madame Zimé, qui a été investi à Parakou, comme vous l'avez constaté, avec toute la liesse populaire, avec tous les honneurs, tout ce qui est quand même qui donne l'image quand même d'un regroupement sérieux, d'un regroupement de personnes responsables, d'un regroupement de la mouvance présidentielle et ce qui aussi dénote d'une grande coalition et surtout d'une harmonie autour d'un idéal, cet idéal de développement qui a été amorcé depuis 2016 par le président Patrice Talon et dont la mouvance présidentielle a vraiment travaillé de façon dure pour quand même conserver et
travailler à la continuité donc de cette dynamique. Donc c'est cette expression-là que nous avons donnée donc à l'occasion de l'investiture de notre duo candidat. Oui, on a vu l'euphorie et vous venez également de le manifester à travers déjà votre intervention. On sent qu'il y a une certaine assurance. Mais est-ce que vous êtes convaincu que réellement vous pouvez faire disons, l'affaire en 2026 quand il s'agit des élections réellement? Est-ce qu'on n'est pas à la phase des foules qui vous réjouissent aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. En fait, je voulais vous rassurer, comme tous les Béninois, que le choix de monsieur Ouadaï ne s'est pas fait au hasard. Monsieur Ouadaï est une personnalité donc qui a expérimenté l'exercice du pouvoir d'État à travers donc le portefeuille du ministère donc des Finances, qui est quand même un grand ministère, qui est un ministère clé dans un État. Alors, à travers cela, il a occupé également le rang de ministre d'État. Est-ce que vous voyez, pour un régime présidentiel dans lequel notre pays est, puisque nous sommes dans un régime présidentiel, un ministre d'État à rang de premier ministre dans d'autres contrées. Alors donc, vu toutes ces responsabilités qu'il a occupées pendant environ 10 ans, et au vu des résultats auxquels il est parvenu, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que c'est quand même quelqu'un qui est à la hauteur. Et surtout, ce qui a quand même particulièrement marqué même les plus réticents, c'est au lendemain de son choix où des personnalités pas des moindres, y compris ceux qui traditionnellement n'appréciaient pas les actions du régime en place, sont sortis pour de façon honnête et objective approuver en quelque sorte pour dire oui, la mouvance a fait un bon choix. Y compris dans l'opposition radicale traditionnelle que nous connaissons très bien, où les personnalités, pas des moindres, sont sorties pour publiquement approuver le choix. Donc, mais tout le monde ne voit pas ça de la même façon. Il y en a qui estiment qu'il s'agit de la manipulation politique. Oui, en fait, c'est ça le jeu démocratique. C'est pourquoi on est c'est même ça l'esprit, la volonté et comment dirais-je même, le sens de l'action politique. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas voir cela. Ça dépend en fait de la vision de chacun d'entre eux. En ma qualité d'acteur politique, quand j'écoute cela, je sais que ça a plein de sens. Un acteur politique de certains rangs ne peut pas sortir publiquement pour faire des affirmations gratuites. Non, c'est pas possible. Vous estimez qu'on ne peut pas les manipuler? Ils sont... Est-ce que vous estimez que quelqu'un comme notre papa, le patriarche Nicéphore Diosdoré Soglo, quelqu'un qui a exercé les pouvoirs d'État, quelqu'un de cette importance pour non seulement le pays, mais l'Afrique tout entière. Vous pensez qu'il y a un individu, quelqu'un qui peut manipuler une telle personnalité? L'honorable Basile Ahossi, c'est quand même un des grands teneurs du parti de l'opposition radicale. Permettez-moi de le dire, l'opposition radicale, le démocrate. Il est sorti publiquement pour saluer le choix de M. Ouadaï comme étant un bon choix. Et donc, moi, je salue sa franchise et je salue sa clairvoyance. Ça prouve qu'au-delà des divergences politiques, il sait apprécier quand c'est très bien fait. Oui. Bon, et cela nous encourage, nous qui sommes au niveau de la base, pour dire oui, au niveau donc des décisions stratégiques de nos partis qui forment la mouvance. C'est vraiment des personnalités très éclairées et qui, au-delà de certaines divergences qu'on peut accepter de tout regroupement, que nos leaders ont su s'accorder sur la bonne personne. C'est des indices qui nous permettent donc de nous rassurer par rapport à la suite que cela va donner. Cette réjouissance qu'on observe au sein en tout cas des partis de la majorité présidentielle, c'est peut-être au niveau des élites politiques que cela s'observe. Est-ce que vous êtes allé au niveau de la base politique même pour toucher du doigt l'ambiance ou bien le niveau
je ne sais pas, d'appréciation des populations, de ceux-là qui constituent réellement vos forces. Est-ce que vous sentez les mêmes euphories, les mêmes ambiances après le choix? En fait, l'expression, la joie d'un leader politique, d'un acteur politique de façon globale, s'exprime également, c'est-à-dire c'est déjà cela l'image de la joie qui anime sa base électorale. Je ne peux pas venir applaudir un choix politique à ma qualité d'acteur politique si ma base d'office est contre cela. Est-ce que vous voyez? Donc ça va de soi quand les acteurs politiques, que ce soit au niveau local, au niveau national, applaudissent un choix, ça va de soi que ça soit que les populations à la base, les militants à la base ont déjà approuvé. Parce que les partis politiques que vous voyez là, au-delà de toute l'apparence que ça donne, comme si c'est du cafouillage, non, c'est une organisation. C'est une organisation qui prend des quartiers jusqu'au niveau des arrondissements, jusqu'au niveau des communes, pour monter au niveau national. C'est une organisation très bien conçue et qui a une certaine discipline en leur sein et qui font que le système fonctionne. Oui, Romiad Ouadani, vous l'avez dit, c'est quand même un pur produit de la rupture en quelque sorte, parce que sinon un artisan même de la rupture, pour avoir occupé des postes qu'il occupe aujourd'hui, très important, ministre des Finances, on va même dire tête pensante de toutes les stratégies économiques sur lesquelles le Bénin fonctionne aujourd'hui. Et quand on connaît aussi en tout cas, qu'on a trop serré les ceintures durant tout ce mandat et les populations vivent ce qu'elles vivent, est-ce que vous avez l'impression que ce candidat porté par les partis de la majorité présidentielle et vous clamez haut et fort que c'est la continuité, la population à la base va vous accueillir favorablement, même si vous estimez que tout ce que vous manifestez comme euphorie aujourd'hui vient quand même de votre base. Mais en réalité, est-ce que dans les faits, en 2026, là, tout cela sera concrétisé? Oui, je le crois fermement. Et je voudrais vous dire une chose. Il y a c'est l'impression que certains acteurs politiques donnent de la gestion de l'État. Mais pour échanger, sinon pour voir l'effort du Bénin ou bien pour pourvoir et c'est-à-dire apprécier les actions donc, de l'État, les actions au niveau donc de la conduite de la chose publique, c'est à travers des indices, à travers des indicateurs au niveau national et au niveau international par rapport à un certain nombre donc de paramètres que la communauté internationale souvent utilise. Et quand vous prenez ces indicateurs, aujourd'hui le Bénin fait partie des meilleurs élèves. Vous savez, si nous prenons les institutions de Bretton Woods par rapport à l'économie, vous connaissez ce que par rapport à l'environnement régional où se trouve notre pays, vous connaissez le classement du Bénin. Et quand vous prenez les réalités socio-économiques, les réalités qui ont prévalu durant les 10 ans donc, de gestion de notre pays, vous voyez, il y a des facteurs qui ont considérablement impacté la vie économique de notre pays. Et grâce aux efforts, grâce aux stratégies, grâce au management donc, du gouvernement, le pays a pu vraiment affronter la tête haute certaines crises, certaines crises qui ont caractérisé la gestion de. Je voulais parler particulièrement à titre d'exemple de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Vous savez, au moment du régime du feu général Buhari, la frontière nigériane a été fermée. Et pour qui connaît la dépendance de notre pays face aux géants de l'Est, c'est quand même un choc inestimable. Et vous voyez, on ne peut pas dire que ça va donner de conséquences. Et si vous prenez le Covid-19, vous voyez tout ce que le Covid-19 a créé, aussi bien dans nos États, dans la région ouest africaine, en Afrique et dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, voyez ce que la fermeture de la frontière avec le Niger a aussi donné. Donc si vous faites, ce n'est que ça que j'ai cité, et sans tenir compte des les aléas climatiques, les impacts négatifs du climat sur le pays par rapport à la production, par rapport à un certain nombre donc, de problèmes
que le pays a connu, mais le gouvernement est resté de la tête haute. Le gouvernement a fait en sorte que le Bénin, malgré ces pressions-là, tienne debout et même continuer et pas avancer malgré cela. Donc, un tel acteur, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, Romuald Wadaï est aujourd'hui un des acteurs clés de la gestion des 10 ans donc, de l'actuel régime. Et quelqu'un qui a été artisan d'un tel succès, je pense que on ne peut qu'avoir confiance à une telle personnalité. Donc c'est ce qui nous fait croire que au-delà de tous les intrigues, au-delà de tout ce que certaines personnalités essaient de faire partager, ce qui est normal puisque nous sommes dans un État démocratique. Donc au-delà de ça, les Béninois savent faire le choix, les Béninois savent vraiment distinguer entre les lignes, entre ce qu'on dit et les faits. Et donc, je suis confiant que notre candidat sera porté par l'ensemble des Béninois au vu de ce qu'il a déjà réalisé. D'accord. Même quand on reste dans notre contexte, dans notre département, ici, principalement, où on sait que les paysans, par exemple, ont souffert ces derniers temps, ces dernières années, avec toutes les réformes liées à l'agriculture, et qu'on dise que, voilà, c'est en même temps la continuité, le choix sera facile pour eux, vous pensez? Parce que tout ce que vous venez de citer, que les institutions internationales essaient d'avancer en faveur du Bénin, la population ne perçoit pas ça forcément de la même manière. Je suis d'accord. Certaines populations ne perçoivent pas ça de la même manière. Et je parle beaucoup plus de ces paysans-là qui estiment qu'on ne leur permet pas d'écouler leurs produits, les céréales, comme cela se doit, ainsi de suite. Oui, en fait, les questions d'écoulement des produits, les questions donc, de céréales, de soja, un certain nombre de choses auxquelles vous faites allusion. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous logeons tout cela, en fait, dans la manipulation politique. Vous savez, manipuler une foule, c'est rien de tout. Il suffit donc de jeter certaines informations, surtout quand on profite de certaines crises qui existent, que j'avais précédemment cité. Donc, manipuler les populations à travers ces genres donc d'intoxication est souvent facile, surtout quand la crise est chaude. Quand vous prenez l'ensemble des pays qui nous entourent, il faut souvent faire la comparaison pour voir est-ce que les populations béninoises vivent mieux que ceux-là ou ceux-là vivent mieux que nous. Est-ce que vous allez voir que quand vous faites cette petite comparaison-là, pour ceux qui, c'est trop banal, c'est simple, hein, c'est vraiment simple, nous sommes à la frontière, nous pouvons le constater de façon objective et vous allez voir que les gens apprécient sérieusement ce que nous vivons ici, nos avancées, nos réalités et même l'épanouissement de nos populations que beaucoup plus que chez eux-mêmes. Alors, si je reviens par rapport à votre question, c'est vous dire, nous avons... Le régime actuel a opté pour une vision politique. La vision qui consiste à conserver nos produits à l'intérieur et créer l'envie aux investisseurs à venir créer des usines dans notre pays. Donc, vous voyez, chaque régime vient avec une vision politique donnée, ce qui a été expérimenté par le régime actuel. Et quand on parle d'expérience, donc on a forcément tiré leçon d'un certain nombre d'acquis ou même de faiblesse par rapport à cette expérience. Et je suis convaincu que notre candidat Romuald Wadaï saura très bien, au vu des expériences qu'il a eu à faire, est-ce que cette forme de politique mérite d'être continuée ou bien ça mérite donc un réaménagement pour vraiment faire face à cette situation. Donc, il n'y a pas mieux que lui pour moi pour continuer cette œuvre, puisque le Bénin, nous sommes un pays démocratique depuis des décennies. Et donc, qui dit démocratie dit le choix d'un projet de société donné pour l'État, pour la République. Et donc, quand on fait le choix de conduire le pays sous la forme d'un projet de société donné, donc à l'arrivée, il y a un régime qu'on le veut ou pas, un régime qui est en train de finir.
Et donc, nous allons tirer toutes les leçons dans le cadre de la gestion des 10 ans que le président Patrice Talon a conduit pour continuer par améliorer, puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, ce que je veux vous dire, nous estimons que le travail a été très bien fait et que ça a permis au Bénin d'atteindre les résultats que nous connaissons tous, et que si, entre-temps, il y a des améliorations à faire, il n'y a pas plus mieux que notre candidat a fait c'est-à-dire ces ajustements-là pour être en harmonie avec ce que les populations veulent. Parce qu'après tout, nous sommes un régime qui est à l'écoute de la population. Très bien. On a vu des partis de l'opposition qui sont venus en accord avec vous, de gouvernance, on va dire. Par exemple, le parti FCBE qui veut quand même, en tout cas à partir de 2026, en tout cas être en accord de gouvernance avec vous. Dites-nous, comment est-ce que vous pensez alors, puisqu'ils ont aussi déjà de candidats, est-ce que c'est un match amical, vous voulez jouer? Comment ça va se passer avec eux? Parce que vous savez que vous avez encore des candidats de taille de l'autre côté de l'opposition. Oui, même si ce n'est pas encore connu. Oui, effectivement, monsieur le journaliste, le parti Force Courue pour un Bénin émergent a fait un accord de gouvernance avec les partis de la mouvance présidentielle, en l'occurrence le Bloc républicain et l'UPR. Alors, vous savez, nous sommes en train d'expérimenter un modèle politique nouveau qui est marqué par quand même un certain nombre donc de tests de loi qui caractérisent ce modèle politique dans le système partisan. Alors, au vu de ces nouveaux tests-là, il y a l'accord de gouvernance qui a été inscrit. Alors, au vu de ces accords de gouvernance, le parti FCBE a estimé qu'elle peut aller en accord de gouvernance au vu de sa stratégie politique avec la mouvance présidentielle. Puisque ces accords sont permis par les tests, je ne sais pas ce qui a motivé quand même leur choix, mais ils ont fait ce choix d'aller en accord de gouvernance avec les partis de la mouvance présidentielle. Et donc, ils sont en accord. Et donc, nous allons travailler dans le strict respect des tests qui régissent l'accord de gouvernance. Et cela n'est pas donc interdit. Alors, c'est bien faisable puisque les tests le permettent. Donc il appartient aux membres du parti de vous expliquer ce qui a motivé leur choix. Mais ce qui est sûr, nous les avons acceptés comme tout autre parti. Est-ce que vous voyez? Et je pense que vous êtes en train de suivre sur le terrain. Ils ont désigné leur candidat comme tous les partis de la mouvance l'ont fait. Il y aura comment dirais-je même, nous allons aller aux élections et les Béninois choisiront le modèle de gouvernance que chacun de nos partis aurait présenté aux électeurs, et celui qui va gagner, au vu de l'accord que nous avons signé avec ce parti, donc nous allons partager ensemble la gestion de l'État. D'accord. Et comment vous pensez vous en sortir avec le parti Les Démocrates qui aussi ne pense pas démordre de l'autre côté? On les connaît, comme vous l'avez dit, très radical. On sait qu'il y a l'ancien chef de l'État de ce côté qui aussi va certainement descendre sur le terrain, comme peut-être Patrice Talon, le président actuel, le fera aussi. Oui, merci. En fait, le parti de l'opposition, comme vous le savez, à partir déjà du choix de notre candidat, les a déjà mis en déroute. Ah bon? Parce que nous pensons que c'est au vu de ce choix qui a été fait qu'ils continuent de fouiller, et c'est sûr qu'ils n'ont pas trouvé en leur sein une personnalité qui peut peut-être faire face au candidat que nous avons pu choisir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont quand même des candidats de valeur là. En tout cas de personnalité. Je ne dis pas non, mais vous savez aussi comme votre candidat. Ce qui est réel, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à pouvoir désigner un candidat. Ça, c'est un fait. Bon, et ils sont en train, puisque ce n'est pas encore. Ils sont en train, bon, le train, bon, pour le moment, je me dis qu'ils ne sont pas arrivés quand même à le faire, c'est un fait, c'est un constat.
Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, nous savons, les personnalités, il y en a effectivement, tel que vous l'avez dit, au niveau de ce parti. Mais aucune de ces personnalités-là n'est pas suffisamment connue. C'est le seul qu'ils ont qui est un poids politique au niveau donc des démocrates. C'est l'ancien président de la République qui est leur président. Et qui malheureusement n'est candidat en rien. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui est porté par certaines populations de notre pays pour avoir dirigé notre pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas que son nombre pourra influencer quand même? Son nombre est différent de lui-même. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui explique en réalité la difficulté que ce parti politique a de pouvoir retenir un candidat. Vous voyez, j'ai vu dans les réseaux sociaux, comme toute autre personne, il y a 34 candidats pour un seul parti. Vous trouvez que c'est sérieux ça? C'est leur choix, ils vont désigner finalement un seul candidat. Bon, s'ils le désignent, vous pensez déjà que pour un parti sérieux et pour comment on appelle, pour une échéance aussi importante que les questions de la présidence de la République, que 34 personnalités puissent se présenter au poste, vous ne trouvez pas qu'à partir de là, c'est une manifestation de la démocratie. Ça dénote déjà, je suis d'accord que c'est la manifestation, donc vous ne voyez pas déjà que ça dénote d'une certaine, excusez-moi du terme, je ne veux pas dire désordre, mais d'une certaine qu'il n'y a pas de cohérence, que c'est limité, il n'y a pas d'harmonie, ne se parle pas, que c'est vraiment des gens qui sont libre expression, c'est permettre quand même à chacun d'exprimer sa volonté de briguer la magistrature suprême. Donc il revient au leader de parti finalement de choisir, et ils ont peut-être la possibilité de faire une sorte de primaire, ce qu'on n'a pas vu chez vous par exemple. Je dis, c'est votre appréciation. Mais nous estimons que la magistrature suprême de notre pays est si important qu'on ne peut pas engager déjà ce nombre-là. Ça là, c'est une forme, ça explique selon nous, notre point de vue, ça exprime déjà quand même un certain niveau donc de manque de cohérence. De manque de vision. Il s'agit ici du choix d'une seule personne. Et cette personne qui devrait, selon eux, engager, c'est-à-dire gouverner notre pays durant 5 ans. Et vous pensez que c'est dans 34 personnes qu'on peut faire ce choix? Non, raisonnablement. On voit des pays où pour les élections il y a quand même beaucoup de candidats et c'est finalement le peuple qui fait son choix. C'est leur choix aussi, on va leur concéder cela parce que eux-mêmes ils disent entre-temps que la manière dont le choix a été opéré chez vous rime avec la dictature. Peut-être qu'ils ne veulent pas faire cela chez eux, ils veulent faire preuve d'une certaine démocratie. Vous pensez que pour désigner le président de la République dans un parti, je ne parle pas de l'ensemble et il faut avoir 34 candidats dans un seul parti. Et ces candidats-là, je ne sais pas si vous êtes amusé à parcourir leur nom pour voir de quel genre de personnalité il s'agit. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, en toute humilité, je pense que ça ne fait pas sérieux, déjà au niveau des démocrates. Donc vous n'avez pas peur de sur le terrain? Non, par rapport au terrain, il n'y a même pas match. Qu'est-ce que les démocrates aujourd'hui ont à proposer au peuple béninois? Mais quand vous écoutez la philosophie politique, au Bénin, on estime que même si c'est peut-être un mouton que les démocrates amènent, on votera pour... vous voyez déjà, en disant, on estime que même si c'est un mouton que les démocrates amènent, on votera. Mais non! Les Béninois sont plus intelligents que ça. Quand même, on ne peut pas présenter au peuple béninois aujourd'hui, au vu de sa maturité politique, un mouton ou bien quelqu'un qu'ils connaissent déjà. C'est l'erreur justement que les démocrates font. Vous voyez, quand vous êtes dans l'exercice du pouvoir, c'est difficile d'être apprécié. Le président Boniaï, que je respecte de tout mon cœur, vers la fin de son mandat, c'était comment? Il a quand même présenté un candidat. Et il s'est battu autour
Qu'est-ce que ça a donné? Mais quel était le constat général que vous faites? Est-ce que la population à la base n'appréciait pas le candidat à l'époque, n'appréciait pas quand même le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat, comparativement à votre régime? Il faut apprécier. Moi, je vous invite à apprécier cela, parce qu'aujourd'hui, tout le temps à dire non, que c'est tel, c'est l'ancien chef d'État, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit non, c'est une erreur d'appréciation. Je vous dis, aujourd'hui, les démocrates sont dans l'embarras, sont dans une situation où ils ne savent pas là où ils vont. Et les Béninois ne vont pas suivre des gens qui ne savent vraiment vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas au sein de leur parti politique, vous ne pouvez pas savoir s'ils ne savent réellement pas là où ils vont. De toutes les façons, c'est vos appréciations. Nous sommes à 2-3 jours, à quelques jours de la fin. Justement. C'est le 14 octobre que déjà le candidat doit forcément être présenté. Et jusque-là, nous entendons sur les réseaux sociaux qu'il y a encore 34 candidats. Vous estimez que ça fait sérieux, ça? Est-ce que ce n'est pas un choix politique? De toutes les façons, on saura. Ce qui est sûr, ils ne peuvent pas aller au-delà de cette date-là sans sortir leur candidat. On aura le temps de le voir. On sait aussi que l'actualité, c'est les législatives qui pointent aussi à l'horizon. D'ailleurs, on va commencer par là, couplé avec les communales. Et on sait que vos différents partis s'activent sur le terrain pour pouvoir remplir les conditions qu'il faut pour avoir des candidats et pouvoir, pourquoi pas, prendre des mairies, avoir des sièges à l'Assemblée nationale en son temps. Chacun fera la bataille de son côté. Ce ne serait plus ensemble comme vous voulez le faire. En tout cas, vous avez décidé de le faire pour la présidentielle. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe au sein du bloc républicain? Est-ce que c'est avec sérénité que vous le faites ou bien avec de la peur au ventre? Merci beaucoup. Comme vous le constatez, c'est avec beaucoup de sérénité que nous le faisons. Effectivement, au niveau des états-majors de tous les partis politiques, on s'active pour les élections communales et législatives de janvier 2026. Il y a une grande préparation, comme toutes les élections d'ailleurs. À l'approche des élections, les états-majors des partis s'activent beaucoup. Ce n'est pas une tâche facile. Faire le choix des candidats, et après ce choix, que ces candidats-là puissent réunir les pièces d'abord administratives à fournir, et que les partis politiques respectent toutes les prescriptions de la loi par rapport donc à ces candidatures. C'est un travail colossal. Oui, c'est colossal, et on sait aussi que la bataille qui reste, qui déchire les partis politiques, c'est la guerre de positionnement. Est-ce que ça va s'opérer comme on l'a vu à la présidentielle, ou bien il y aura de ring aussi à ce niveau? Bon, à la présidentielle, je pense que nous n'avons rien vu de façon oui, ça s'est passé sereinement. Exactement. Maintenant, ici, est-ce que ça va également se passer de façon sereine? Parce que, je vous dis, au niveau, par exemple, du bloc républicain, c'est ouvert. C'est totalement ouvert à tout le monde. Nous avons une structuration qui prend dans du bureau politique national, d'abord le bureau exécutif, le bureau politique national, il y a les coordinations au niveau départemental, les coordinations au niveau communal, les coordinations au niveau d'arrondissement et au niveau donc des cellules. Donc en ce qui concerne les conseillers communaux, c'est au niveau, comme vous le savez, c'est la circonscription d'un conseiller communal, c'est l'arrondissement. Donc à partir de là, les responsables donc des coordinations d'arrondissement sont chargés donc à chacun ce qui le concerne, que ce soit les villages ou les quartiers de ville au niveau des cellules, donc de lancer cette présélection donc des candidats à la candidature. Donc ce que les partis politiques sont en train de, ce que le bloc républicain est en train de faire actuellement, et c'est ouvert. Tout membre du parti qui désire quand même compétir, aller se porter comme candidat, il est libre d'exprimer son souhait donc de se porter candidat, et il doit se faire simplement porter par la cellule qui transmet son nom au niveau donc de la coordination de l'arrondissement, simplement, qui se charge donc d'envoyer le nom de ce dernier et ses dossiers au niveau donc du bureau politique national. D'accord, c'est vrai que la législative aussi, mais
on sait qu'au regard de la loi, surtout le code électoral, il y a des nouveautés aujourd'hui introduites avec la question de 20% pour être éligible au partage du siège à l'Assemblée nationale, tout ça. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui d'avoir ces 20% comme c'est indiqué dans le code électoral ou qu'est-ce qui va se passer concrètement? Oui, vous savez, tel que je vous ai dit, nous avons amorcé un nouveau système politique dont en fait le plus important est la question donc d'éliminer les clubs électoraux, comme vous le savez. Donc au vu de la satisfaction donc de cette volonté, de cette orientation politique, il fallait absolument créer donc, mettre au sein donc du dispositif réglementaire des articles qui vont obliger les acteurs politiques à s'unir, à faire en sorte que c'est-à-dire les plus grands regroupements puissent être celles qui vont pouvoir donc arriver. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater ces accords de gouvernance, parce que au-delà des partis politiques, il y a la loi a fait des ouvertures pour permettre aux partis politiques de pouvoir se mettre ensemble pour que le décompte soit fait, soit additionné et donner les 20%. Et donc, aujourd'hui, les 20% ne causent pas un problème pour le bloc républicain, par exemple. Est-ce que vous voyez, puisque nous sommes en accord avec l'UPR, nous sommes en accord également avec la FCB dans ce cadre. Donc, vous voyez, c'est vraiment des ouvertures que la loi a permis aux partis pour leur permettre quand même de pouvoir quand même présenter leurs candidats en toute sérénité, sans craindre les questions de 20%, qui n'est pas une question facile pour quelqu'un qui est nostalgique de l'ancien système. Est-ce que même vous, c'est facile pour vous quand on sait que une fois déjà qu'une seule circonscription vous échappe, c'est que vous perdez? Vous êtes sûr? Le bloc républicain, au vu de son ancrage politique national, il n'y a pas de doute que les 20% ne peuvent pas être une inquiétude pour mon parti. Donc le bloc républicain est un parti politique qui a une ancrage national bien assise et qui a été démontré au vu de toutes les élections que nous avons traversées jusque-là. Et donc, en plus de cet ancrage dont nous nous glorifions à tous les niveaux, il y a cet arsenal aussi juridique qui est venu compléter. Donc pour nous, il n'y a aucune inquiétude par rapport donc au remplissage donc des critères pour la validation de nos sièges, aussi bien qu'au législatif qu'au niveau communal. Jusqu'à présent, nous sommes dans la théorie. Je suis d'accord avec ce que vous dites parce que ça, c'est de la logique politique et vous dites les choses aussi se basant sur ce que vous êtes réellement. Mais la politique a aussi ses côtés pervers qu'on ne maîtrise jamais. Et puis, arrivé qu'au soir, peut-être de ces élections-là, que des partis ou bien des circonscriptions vous échappent. Peut-être comme vous êtes en train de travailler, il y a d'autres partis qui travaillent de la même manière, surtout de l'opposition. Est-ce que quand ce cas va se présenter, on ne risque pas de... En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que... Nous sommes convaincus que ce cas-là n'arrivera pas. Donc, nous ne sommes même pas dans cette logique où ce cas-là peut se présenter. Il n'y aura pas ce cas-là. Au vu de ce que nous savons. C'est comme si vous avez me dit demain que le soleil ne va pas se lever. Considérons que demain, il n'y aura pas le soleil qui va se lever et que, comment le monde sera quand le soleil ne va pas se lever. Non, c'est des choses qui ne pourront pas arriver au vu de toute cette théorie, au vu de toute cette démonstration que je vous ai déjà faite. En politique, tout est possible, comme on le dit. Vous parlez aussi comme si le soleil ne se couche jamais. En tout cas, que le soleil ne va pas se coucher demain à l'ouest. Parce que tout est possible. De toutes les façons, on estime que la loi est beaucoup plus corsée et qu'en tant qu'acteur politique, ça devrait quand même faire peur. Mais on voit votre sérénité. C'est comme si en dehors même, peut-être de vos électeurs, vous comptez encore sur d'autres
armes pour pouvoir aller à cette élection. Sinon 20% et quand vous perdez une seule circonscription électorale. Nous ne comptons sur aucune autre arme, mais nous comptons seulement sur la fidélité, sur nos électeurs qui nous ont toujours fait confiance et dont nous sommes en contact de façon régulière et nous ne voyons en aucun cas aucune considération qui peut amener nos électeurs à nous tourner dos au point de ne pas pouvoir remplir ces obligations réglementaires de la loi. Très bien. On entend progressivement, on évolue très vite dans cette émission, les minutes s'écoulent. Il faut qu'on ait l'occasion de parler de Malanville, votre commune, parce que je le disais tantôt, vous êtes le deuxième adjoint de la commune de Malanville. En 2026, on va connaître certainement une nouvelle équipe, même si peut-être avec le même personnel, une nouvelle équipe politique. On sait que la commune de Malanville est aussi à la quête de son développement réel, à l'instar de beaucoup de communes au Bénin. Dites-nous concrètement, parce que vous êtes tout le temps taxés, vous politiques ici à Malanville, d'être la cause ou bien la base des difficultés liées au développement réel de la commune. Justement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que d'abord vous vous reconnaissez en tant que, disons, acteur ou bien de ce je dirais pas sous-développement ou bien de ces difficultés liées à l'épanouissement de la commune en tant qu'acteur politique? Est-ce que ce que les populations disent, vous vous reconnaissez dedans? Je pense que les populations disent beaucoup de choses donc de la politique locale au niveau de Malanville. Et personnellement, il y a des aspects sur lesquels je peux donner raison aux populations. Je ne peux pas balayer du revers de la main tout ce que les populations disent sur les acteurs politiques de la commune de Malanville, sur les acteurs locaux de la politique au niveau de Malanville. Mais je ne dirais pas non plus qu'ils ont totalement raison, parce que je suis un des acteurs politiques locaux qui a pris une certaine, qui est un peu plus expérimenté, je voulais dire. J'ai quand même une certaine durée donc d'exercice donc de la politique locale qui me permet de dire certaines choses de façon beaucoup plus simple. Et au niveau de la commune de Malanville, nous avons connu beaucoup de hauts et de bas au niveau donc de la question politique. Mais je vous avoue, avec les tests de la décentralisation, avec la réorganisation politique, surtout le système partisan qui a été inclus, avec un certain nombre de réformes, je vous assure tout que au niveau donc de la politique locale à Malanville, les questions de développement ne souffrent pas par rapport donc leur souffrance n'est pas totalement liée aux contradictions politiques. Ça, je voulais vraiment rassurer les populations de la commune de Malanville. Mais nous avons à Malanville un problème d'organisation. Dites-nous. Ce problème d'organisation, aussi longtemps que nous n'allons pas pouvoir corriger cela, nous allons toujours parler, accuser, porter des doigts accusateurs sur telle ou telle autre personne, alors que le vin est dans le fruit. Qui sont ceux qui ne s'organisent pas? C'est vous, politiques ou... Quand je parle d'organisation, c'est vraiment d'ordre général. Je vous prends un exemple pour vraiment toucher du doigt ce que je dis. Vous prenez le cas des Cabo qui sont régulièrement décriés dans la grogne matinale. Vous voyez, il y a une réforme qui a été engagée par le secrétaire exécutif, par la commune au niveau donc des Émidjas. Pourquoi ça a échoué? Justement, puisque au niveau des eux-mêmes, l'organisation est telle que il y a tellement donc de branches. Est-ce que vous voyez? Et ces branches-là, chacun veut s'imposer. Et au fil donc de au-delà donc de la filière qui a besoin d'être assainie, qui a besoin donc d'un certain nombre de réformes,
ces différentes branches au sein de cette filière-là, chacun essaie de s'accrocher quelque part et de dérouter l'élan qui a été pris au prix des pressions de tout genre. Non, mais ce ne sont pas eux-mêmes, ce sont peut-être vous, autorité, parce que l'autorité doit faire régner son autorité. Ils sont dans une commune, quand même dirigée par des autorités, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je vous explique que la question d'autorité est une question complexe. L'autorité se base toujours sur des organisations bien solides pour réussir. Est-ce que vous voyez, quelle que soit l'autorité que vous avez, si vous vous retrouvez dans un environnement qui est d'une certaine désorganisation, excusez-moi du terme, vous aurez du mal à pouvoir appréhender tout de suite la question donc des réformes. Surtout quand c'est des réformes qui conduisent à un certain mécontentement. Et donc, vous êtes souvent pris entre le marteau et l'enclume. Vous engagez des choses alors que ceux même sur qui vous vous êtes basé pour engager cette réforme sont en train de vous tourner en rond en fait. Quand je dois venir à la radio, je vous prends un exemple. Je suis invité à la radio. Je dois parler avec le journaliste. Je viens, je ne le trouve pas. Est-ce que l'émission aura lieu? Alors qu'on a bel et bien décidé ensemble qu'on va faire l'émission. Donc, l'autorité que vous voulez que la mairie exerce, elle sera exercée sur la base forcément de l'organisation qu'elle a trouvée. Et faire des réformes, engager des échanges avec ces acteurs-là qui vont s'engager eux-mêmes en retour à descendre l'information au niveau de... C'est quand même un mouvement de foule. Il s'agit de milliers de jeunes. Justement, est-ce que ce n'est pas ce que la population vous reproche qui se joue encore à ce niveau? Vous évitez peut-être de frapper pour... peut-être des raisons politiques aussi, parce que, bon, peut-être on ne veut pas compliquer la vie pour éviter de distraire son électorat, ainsi de suite. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple même de vos patrons, de votre patron? Quand on suit aujourd'hui la gestion au Bénin, le chef de l'État, quand il rentre dans un secteur même désordonné, il frappe et puis il arrive à ajuster tout. Est-ce que cela aussi n'est pas possible? Parce que c'est en quelque sorte la déclinaison de sa gestion qui devrait jaillir sur tout ce qu'on voit au bas niveau. Oh oui, en fait, au niveau de la commune essaie de faire ce qu'elle peut faire. Elle essaie donc, autant que fait ce peut, de mettre de l'ordre. Mais vous savez, souvent les gens ont tendance à comparer les actions de l'État central aux communes. Les communes n'ont pas cette force-là que l'État central a au vu des tests. C'est vrai, c'est l'autorité communale est là, avec tout ce qu'elle a comme démembrement. Est-ce que vous voyez? Mais le pouvoir exécutif que le niveau central a, le niveau communal, nous n'avons pas cela. Nous sommes obligés de travailler avec les communautés par rapport à une certaine organisation et surtout accepter certaines formes donc de réticence. Non, mais si vous voulez toujours être complice, est-ce que si vous êtes toujours complice, là, vous n'allez pas laisser la gangrène toujours faire quand même sa loi? C'est une complicité? Non, c'est pas une complicité. Aujourd'hui... Pourquoi ça a marché ailleurs et à Malanville, ça ne veut pas marcher? Est-ce que c'est justement l'appel que je voudrais lancer. Tout ce qui a marché ailleurs peut marcher à Malanville. Mais il va falloir que les populations comprennent. Parce que nous, notre rôle n'est pas de devenir des autorités policières ou vont forcer les choses, utiliser la police à chaque instant pour non. Notre manière, notre approche, c'est de discuter avec les acteurs, puisque c'est des questions de développement. Peut-être que notre vision que nous prenons n'est pas celle qu'eux ils pensent dans le secteur. Donc il faut tenir compte de ce qu'ils pensent. Maintenant, au vu donc de ce qu'ils pensent, nous allons élaborer un planning leur permettant donc de s'accorder. Et donc, l'organisation en leur sein nous permet donc de se baser sur ce qu'il y a donc d'existant et bâtir les réformes ce que nous avons toujours fait. Très bien. Ça, c'est un aspect de tout un tas de choses parce qu'on sait qu'à Malanville, vous l'avez dit, il y a tellement de difficultés liées aux questions d'épanouissement, de développement réel. Quand on prend aujourd'hui, bon là, c'est peut-être aller beaucoup plus, en tout cas,
sur le plan de l'assainissement, j'aime revenir sur cette question qui constitue quand même un gros lot en termes de difficultés ici à Malanville. On voit toujours du piétinement, même si, bon, peut-être qu'on n'a pas assez d'informations, mais le constat est quand même là. Oui, sur le plan de l'assainissement, comme beaucoup d'autres plans, notre commune, pour cette mandature, n'a pas fourni d'efforts. Il y a des raisons, on peut avoir des raisons, mais il faut reconnaître que cette mandature, avec ce que nous avons connu, vraiment, les questions d'assainissement, les questions même, comment dirais-je même, de développement de façon globale, n'a pas bougé. Est-ce que vous voyez, je peux vous dire, monsieur le journaliste, sans risque de me tromper, que en réalité, toute cette mandature de 2020 à aujourd'hui, ce qui est fait réellement, que vous voyez, ça a été toujours l'œuvre des partenaires. La commune elle-même. Mais c'est quoi le problème réellement En fait, il y a eu... Vous n'avez pas peut-être la main pour le faire ou qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, mais les difficultés ne sont pas forcément liées à l'action politique. Est-ce que vous voyez? Il faut reconnaître qu'il y a eu des aspects techniques qui ont bloqué la commune. J'appelle l'aspect technique les questions de réforme. Avant les questions de réforme, nous avons été butés par le problème de l'accident qui est survenu à notre RP. Et nous avons fait quand même 1 an sans avoir un récepteur en son temps. Et vous savez, c'est eux le poumon de la commune. Et on ne peut rien décaisser sans cela. Et juste après, il a été aussi question donc de suspendre tout ce qui est finance des communes à l'approche donc des réformes pour faire quand même un bilan. Et donc, c'est pourquoi je dis il y a des aspects techniques qui ne sont pas forcément liés à l'action politique. Mais il faut reconnaître que nous avons manqué de dynamisme. Est-ce que vous voyez la commune, l'équipe dirigeante de la commune actuellement a manqué de dynamisme par rapport à la gestion de la chose publique. Nous n'avons pas été vraiment à la hauteur donc de ce que devrait être le développement au niveau donc de la commune de Malanville pour cette mandature. Oui, puisque nous avons en tout cas le deuxième agent au maire et une personne indiquée, on va profiter pour comprendre un peu sur la double voie qui a été réalisée ici à Malanville, parce que beaucoup s'interrogent sur la finalité. On a vu, certes, c'est en double voie, mais on ne voit pas des lampadaires, par exemple, des sortes de signalisations qui ne sont bien, peut-être que ce n'est pas encore finalisé, mais réellement, en tant qu'autorité, vous devrez avoir quelques bribes d'informations sur ce qui devrait être fait et où en sommes-nous concrètement. Oui, nous avons effectivement, la question de la voie a été une grosse préoccupation pour la commune. Il y a eu beaucoup de difficultés dans le cadre donc, de cette... Nous avons interpellé à plusieurs reprises l'autorité communale qui est le maire pour lui dire que ça ne va pas. Les populations vraiment sont en train donc de se plaindre sérieusement et nous-mêmes on a porté cela. Mais je vous avoue que les actions du maire ont été très limitées et sinon ça n'a pas donné d'effet attendu. Au point où nous avons demandé en conseil de supervision au maire d'inviter l'entreprise et comment on appelle le responsable de l'ouvrage, en fait, de l'étude de l'État. Oui. Donc ils ont été invités, ils sont venus, nous les avons rencontrés dans le cadre du conseil de supervision et on a porté à leur niveau tout ce que nous avons fait comme constat, donc au niveau donc de l'exécution de la voie. Donc ils nous ont apporté beaucoup d'informations. Entre autres informations, c'est que au début la route c'était pas parti pour être une double voie. Okay. C'était en une seule voie et c'est après que les conditions ont été revues pour que ça soit en double voie. Et au vu donc de cette question de double voie, donc il fallait faire des ajustements. Et selon ce qu'ils nous ont dit, il y a eu beaucoup donc de corrections
en lien avec les études de départ. Et donc ça a considérablement impacté l'exécution donc de cette double voie. Et du coup, étant donné que la double voie n'était pas prévue, donc les lampadaires n'étaient pas prévus dans le marché. Okay. Et donc voilà, il y a plusieurs autres comment dirais-je même difficultés liées donc aux études de départ. Elles se voient au marché de départ. Donc, ils avaient même lancé un avenant qui devait corriger tout cela qui était en cours. Donc, nous avons quand même apporté, vous voyez, le contournement qu'ils ont fait, surtout devant vous et autres, là, ça a détruit tous les voies que nous avions, qui n'étaient même pas encore en bon état. Je vous prends un exemple, les caniveaux, là, ils ont tout bouché. Et ça ne faisait pas partie des eaux. Donc, les maigres infrastructures d'assainissement que nous avons, ils sont venus encore perturber cela. Donc, tout ça là a fait objet de notre préoccupation que nous avons portée. Ils ont pris des engagements écrits qu'ils vont corriger cela. Mais chemin faisant, nous n'étions toujours pas satisfaits et on a encore demandé au maire de les inviter. Pour qu'une seconde séance, nous avons encore une seconde séance où on a échangé. Ça a été très houleux même, surtout pour la seconde séance entre les membres du conseil de supervision et l'entreprise. Donc c'est pour vous dire que le conseil de supervision, membres du conseil de supervision que nous sommes, ne sont pas restés bras croisés. D'accord. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. J'ai envie de demander maintenant qu'est-ce qui est prévu, ou bien c'est fini comme ça, on va garder la voie dans cet état. Non, comme je vous ai dit, nous avons porté beaucoup donc de doléances. Très bien. Et ces doléances-là sont en cours d'être de prise en charge et qu'il y a un avenant qui est à l'étude au niveau donc, de l'État central qui va bientôt donc être certainement validé, pour suite à laquelle nous allons quand même voir tout ce dont on est en train de se plaindre la corriger. Merci, c'est déjà fini. Malheureusement, ou bien je vous donne 5 secondes. Non, c'est déjà fini. Malheureusement. Merci à vous. Moussa Sambo, vous êtes membre du bureau politique national du Parti Bloc républicain, coordinateur de sous-section de l'arrondissement central de la ville de Malanville et deuxième adjoint au maire de la commune. Vous êtes acteur politique, donc on a abordé toutes ces questions politiques liées aux élections, que ce soit communales, législatives et présidentielles. Merci en tout cas pour votre disponibilité. C'est un plaisir chaque fois que nous vous recevons ici avec la qualité de vos interventions et de vos argumentations. Merci pour la disponibilité, avec l'espoir qu'on va vous retrouver encore très prochainement sur d'autres questions, pourquoi pas politiques, sociales, liées au développement de façon générale de la commune. Cette émission a été mise en onde par Aboubakari Doko, Alassane Sanibio devant ce micro. Très bonne journée à vous.